de suivi de l'accord et du processus électoral. Ce poste était occupé précédemment par M. Etienne Tshisekedi, qui est décédé, et dont le corps est encore ici en Belgique. Mais la majorité présidentielle, en dépit du fait que l'accord est clair, que c'est le président du Conseil des sages, du Rassemblement, qui est président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, la majorité veut que le débat par rapport à cette désignation soit réouvert. Et l'opposition ne veut pas du tout que ce débat soit réouvert parce que ça ne nous fait pas avancer. Évidemment, on peut trouver d'autres raisons, mais ça, ce sont des raisons fondamentales qui démontrent que c'est la majorité présidentielle, c'est le président Kabila qui bloque cet accord. Je rappelle que la CENCO a fait une déclaration il y a quelques semaines dans laquelle une recommandation est faite au président de la République. Et la CENCO est claire. Elle demande à ce que le président de la République s'implique davantage dans la mise en œuvre de l'accord. Sans oublier que c'est le président qui a demandé que la CENCO prenne la direction de ses bons offices pour arriver à l'accord. Mais comment la même CENCO peut faire une recommandation au président de la République si elle estime que son implication est suffisante pour faire marcher la chose? Ça veut dire en d'autres termes que le président de la République n'est pas du tout impliqué dans la mise en œuvre de l'accord. La CENCO a utilisé seulement un langage diplomatique pour ne pas froisser le président de la République. Mais déjà, le fait qu'à ce niveau-là, qu'on lui fasse une recommandation aussi publique, c'est extrêmement grave. Et donc, la CENCO démontre que le président de la République n'est pas impliqué. Et ce qui est encore plus grave, c'est le fait que la CENCO demande aux populations congolaises de se mettre debout et d'exiger de la classe politique la mise en œuvre de l'accord. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pression. Si les choses allaient normalement, la CENCO ne demanderait pas toutes ces choses. Je sais qu'il y a des gens, je vais finir par là, qu'il y a des gens qui disent, mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait que l'opposition n'est pas bien organisée, l'opposition est divisée? Nous disons que ce n'est pas la raison. Pour la simple raison que, d'abord, en ce qui concerne le rassemblement, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Vous savez que la mort de M. Tshisekedi était un choc, une surprise, même pour le rassemblement, et que cette structure était presque focalisée sur sa personne. Il était la garantie pour, n'est-ce pas, le fonctionnement du rassemblement, mais aussi pour la mise en œuvre de l'accord. Et là, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que sur les 11 plateformes qui ont créé le rassemblement, M. Félix Tshisekedi, qui est devenu le président du rassemblement, est soutenu par 9 plateformes. Donc il y a 2 aujourd'hui qui sont encore en discussion pour voir si elles peuvent rentrer ou pas. Mais à tout point de vue, nous pensons que le rassemblement est entre les mains de M. Félix Tshisekedi. Et c'est dans cette direction où la CENCO est allée, parce que la CENCO a reconnu l'aile conduite par Félix Tshisekedi. Par contre, du côté de la majorité présidentielle, nous avons des déclarations des responsables de cette majorité présidentielle qui font toujours des déclarations désobligeantes qui ne contribuent pas à la consolidation de l'opposition, du rassemblement. Au courant de la réaction du gouvernement congolais par rapport à nos revendications pour la mise en place d'une commission d'enquête véritablement indépendante. Et pour prendre de court les revendications de la société civile ainsi que celles de la communauté internationale, il a été mis en place il y a quelques jours une commission d'enquête, disons, pilotée par l'auditeur militaire. Et cette commission est heureusement arrivée à la conclusion selon laquelle, selon nous, il ne s'agissait pas ou il ne s'agit pas d'un montage. Il s'agit de choses qui sont palpables sur le terrain et quelques officiers
militaires ont été arrêtés, mais nous ne pensons pas que cette procédure pourra déboucher à une véritable poursuite. Pourquoi nous ne le pensons pas, M. Jean-Claude l'a dit tantôt? C'est d'abord parce que le gouvernement démontre à suffisance qu'il est très intéressé à étouffer, n'est-ce pas, l'éclatement de la vérité. Le gouvernement lui-même ne dit pas qu'il y a des fausses communes qui sont découvertes. Le gouvernement ne dit pas ou ne prend pas des mesures pour faire baisser la tension sur le terrain. Aujourd'hui, toutes les informations que nous avons font état que la situation est en train d'aller de mal en pire. Et ensuite, cette stratégie gouvernementale vise simplement à faire taire toutes les revendications, non seulement pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale, mais aussi pour les poursuites qui seraient menées par la Cour pénale internationale. En fait, il y a en droit un principe qu'on appelle le non bis in idem. C'est un principe qui voudrait que lorsqu'une affaire a été portée devant les instances judiciaires et que cela ou celle-ci, si cette affaire plutôt a connu une décision de justice, que cette même affaire ne soit pas rappelée en justice pour la seconde fois. Ça s'appelle le non bis in idem. Mais heureusement pour nous, parce que dans le cadre du droit international, particulièrement la justice pénale internationale, la Cour pénale internationale est régie par le principe de complémentarité, non seulement par le principe de complémentarité, et ce principe de complémentarité voudrait que lorsque une juridiction donnée dans un pays X n'a pas rendu une justice de la plus bonne manière, la Cour pénale internationale est fondée, en vertu des statuts de Rome, de pouvoir revenir sur cette question. Mais je pense que pour l'instant, toute la bataille se trouve à ce niveau-là. Le gouvernement voudrait donc essayer, en initiant ces semblants de justice, donc essayer de faire taire, ou si vous voulez, de faire baisser toute la pression qu'il y a autour de revendications pour la mise en place de commissions d'enquête internationale, ou même de toutes les demandes qui sont faites pour que la Cour pénale internationale puisse se saisir de cette affaire. Conseil de sécurité. Et les principaux points sur lesquels nous nous sommes arrêtés, donc le premier c'était l'utilité ou non d'abord de renouveler ce mandat de la MONUSCO. Malgré les faiblesses que les uns et les autres avons identifiées en permanence sur le fonctionnement de la MONUSCO, dont la principale mission est quand même la protection des civils, mais malheureusement dans la plupart des zones dans lesquelles elle se trouve, notamment à l'Est avec Béni et autres, la situation reste assez difficile malgré la présence de la MONUSCO. Nous avons estimé bien entendu que la présence de la MONUSCO a tout de même permis d'éviter que la situation soit encore pire que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il est essentiel de maintenir cette mission, pour l'instant en tout cas en République démocratique du Congo. Premier point. Deuxièmement, quelques recommandations ont été faites notamment sur le fonctionnement de la MONUSCO. Proposition peut-être de redéploiement. Aujourd'hui, les forces sont principalement localisées à l'est du Congo, parce que c'est dans cette zone-là que la situation a été jusque-là la plus préoccupante. Mais aujourd'hui, on voit d'autres poches émerger dans les Kasaï. On a vu au Bas-Congo avec Mwandanseni, on voit à Kinshasa, on voit au Katanga. Donc il est important de revoir peut-être et de redéployer les forces. Sur ce point-là, il nous a été confirmé qu'il y a justement une étude qui est en train d'être faite pour un redéploiement beaucoup plus efficace. Deuxièmement, toujours dans le cadre de l'efficacité, peut-être également le type, la qualité finalement des militaires qui se retrouvent sur terrain dans cette mission-là, qui n'est peut-être pas appropriée. Là également, il y a un travail qui est en train d'être fait pour privilégier justement des unités, par exemple, d'intervention rapide, pour pouvoir intervenir sur des situations beaucoup plus ponctuelles, comme ce qui se passe au Kasaï aujourd'hui. Troisièmement, nous avons également insisté sur cet aspect de protection des civils, qui est un aspect extrêmement important, malheureusement pas suffisamment rempli, en insistant pendant cette période électorale sur la protection des activistes des droits de l'homme, la protection des activistes pour la démocratie, la protection des journalistes et la protection des opposants politiques. Là également, il s'oppose un sérieux problème. Aujourd'hui, peut-être que vous le savez, toutes les manifestations sont interdites, toute manifestation publique
Quand je dis manifestation, c'est aussi bien des marches que toute autre activité publique interdite non seulement à Kinshasa mais dans la plupart des provinces. Les activistes pour des droits de l'homme, activistes pour la démocratie, militants des mouvements citoyens sont la cible permanente jusqu'aujourd'hui des services de sécurité. Et donc, là également, on a insisté pour que la résolution insiste sur ce segment particulier, activistes, journalistes, opposants politiques, entre guillemets, leur protection devrait en cette période attirer encore plus l'attention de tout le monde. Troisièmement également, c'est par rapport au processus politique. Le blocage du processus politique est évident, JC l'a mentionné. La SENCO, grâce à laquelle finalement on a dit que la situation a plus ou moins été gérée en fin d'année dernière, parce que sans la SENCO, il est clair que la population n'aurait pas accepté ou toléré, on va dire, cet accord-là. Malheureusement, la SENCO semble également dépassée par les manipulations politiciennes dans les deux camps, tant dans la majorité que dans l'opposition. Donc il est essentiel que la SENCO soit soutenue, que les Nations Unies soutiennent formellement, encore une fois, la SENCO dans son travail. Il est essentiel également que l'accord en lui-même soit endossé. L'une des principales faiblesses de l'accord a été le fait que M. Kabila n'a pas accepté de signer l'accord. On ne l'a jamais suffisamment dit. Mais l'accord n'a jamais été signé par ce dernier, donc en réalité, il ne se sent pas engagé. Par contre, il est important que les Nations Unies, notamment au moment du renouvellement de du mandat de la MONUSCO, endossent en définitive cet accord, parce que malheureusement, la légitimité des institutions étant toute aujourd'hui remise en cause, cet accord, aussi limité soit-il, va rester le seul cadre finalement qui permettra de légitimer plus ou moins les institutions. Donc là-dessus également, nous avons insisté pour que la SENCO soit soutenue, l'accord soit endossé et que des pressions soient mises sur les différents acteurs. Et en dernier point, donc, c'est également principalement ce qui se passe aujourd'hui au Kasaï. On a insisté pour qu'il y ait une mission indépendante. Malheureusement, à ce niveau-là, on nous a quand même expliqué qu'il y a des étapes et que la première est de permettre à l'État congolais et aux institutions congolaises d'organiser cette enquête, qui malheureusement, on le sait, ne sera pas indépendante. On se rappelle quand même qu'au départ, la fameuse vidéo qui est à la base de toute cette mobilisation a été contestée d'abord par les autorités congolaises qui ont parlé d'un montage. Ensuite, aujourd'hui, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter, mais l'enquête qui est en cours va simplement, comme l'a dit JC, ou comme l'a dit également Timothée, l'enquête n'aura aucune valeur, aucune crédibilité, parce que selon certains éléments de notre possession, c'est le gouvernement, ou en tout cas la chaîne de commandement militaire qui serait impliquée, on l'a vu dans les vidéos, qui serait impliquée dans la plupart des massacres. Donc il est difficile de leur demander au niveau des Nations Unies sur l'évolution du travail et la fiabilité surtout du travail de la CENI. Donc voilà globalement la mission. Ensuite nous sommes allés à Washington, là également très rapidement, un peu plus difficile parce que le changement d'administration a créé un vide au niveau des principaux intervenants sur l'Afrique et la RDC. Donc il est clair que la pression qui avait été mise par les États-Unis jusqu'à la fin de l'année dernière ne risque pas selon clairement nous a été dit, ne risque pas de revenir au cours des prochaines semaines. Mais on espère en fait que les acteurs, les principaux acteurs, sous-secrétaires d'État aux affaires africaines et autres intervenants sur l'Afrique et l'RDC seront désignés prochainement pour pouvoir justement relancer également la pression à ce niveau-là de manière générale. Donc voilà. Merci. Donc cela sert à alimenter les différents organes, structures et organisations intéressés par la problématique des violations des droits de l'homme, et aussi cela pourra constituer pour nous un creuset, une sorte de banque de données que la justice pénale internationale se servira probablement dans l'avenir pour ouvrir des procès, organiser des procès à ce niveau-là. Alors, nous avons aussi compris qu'avec les coupes budgétaires annoncées par les États-Unis d'Amérique, par rapport à toutes les missions
de maintien de paix onisienne dans le monde, que la MONUSCO risque d'être aussi, disons, privée des moyens dont elle a besoin pour continuer son travail en RDC. Alors, de ce côté-là, la mission américaine, la mission permanente qui est là au Conseil de sécurité, nous a rassuré que pour la MONUSCO, ils se battront pour qu'on maintienne, et tous les autres, le niveau d'appui de la MONUSCO au stade où il se trouve, mais qu'il faudrait évaluer et renforcer pour que cette MONUSCO finalement puisse jouer un rôle important dans le laps de temps inscrit dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Et voilà pour l'essentiel, mais la question est revenue. On nous a aussi demandé en tant que membres de la société civile de nous impliquer dans la question de suivi, d'anticipation sur la question, surtout de la préparation, de l'organisation des élections. Alors, en mettant un point d'honneur sur toutes ces violations, toutes ces violences qui sont commises, et même des crimes, qui rentrent finalement dans le paquet de violences préélectorales, des crimes préélectoraux, puisqu'il y a le président Kabila qui veut créer une situation, et même des intimidations, pour essayer de se maintenir par tous les moyens au pouvoir. Voilà pourquoi, avec l'Union européenne hier et aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait soutenir la société civile pour qu'elle remette vraiment sur le tapis cette histoire de la question électorale. Puisque même s'il y a un Premier ministre désigné, ainsi qu'un gouvernement qui sera mis en place sur base de cet accord de la Saint-Sylvestre, mais nous devons rester éveillés et attentifs au lendemain de la nomination de ces gouvernements. Nous devons mettre la question de la préparation des élections sur le tapis, puisqu'on connaît un peu la classe politique congolaise. Aussitôt qu'on est sur le siège, on pense comment renflouer les caisses de son parti politique, ses poches, afin de se présenter. Donc on risque d'arriver au mois de décembre, et même plus que ça, nous pensons que nous sommes déjà en retard, sans qu'on ait un calendrier électoral, sans qu'on ait des indications sûres pour nous amener finalement à ces élections, les organiser et assurer une transition, si vous voulez, une alternance démocratique que le peuple congolais veut absolument voir venir se réaliser dans notre pays. Finalement, tous nous constatons qu'avec les opérations de la CENI à propos de l'enrôlement, il n'y a pas assez de suivi au niveau de l'opposition politique, au niveau même des acteurs de la société civile. Alors voilà pourquoi nos organisations qui ont fait ce travail sont presque sollicitées pour que l'on puisse réfléchir le plus rapidement possible, j'insiste beaucoup sur ça, au cadrage, à un cadrage qui puisse permettre la prise en compte de cet environnement difficile où il y a des violations des droits de l'homme, du fait qu'on veut soit renvoyer au calendrier grec les élections du côté du président Kabila, et donc toutes ces violences préélectorales, ainsi que le travail que doit faire la CENI, soient suivis par les acteurs congolais. Alors, nous, nos organisations de défense des droits de l'homme, nous faisons un travail, mais on veut bien, avec nos collègues des autres sections, voir comment refaire ces cadrages et impulser une dynamique qui tienne compte de cela. Nous avons au moins la chance d'être là comme des lanceurs d'alerte et de parfois hausser les tons et dire les choses comme elles doivent être dites, qui fait obstacle, qui a tel. Il y a un point que Paul a soulevé, qui est l'organisation de la société civile. Comment
il est en train de s'organiser pour faire le suivi de l'accord. Donc, si vous avez des questions, soyez très très précis pour ne pas que moi je commence à vous couper la parole. Oui, Suzanne. Alors, je vous remercie pour les informations que vous nous avez données. Je vous remercie également pour le travail que vous faites de plaidoyer au niveau international. Vous avez dit que vous faites la tournée et que vous demandez aux partenaires de continuer à faire pression. Alors, moi je voudrais revenir sur cette question de la pression au niveau international. Si au niveau international on doit faire la pression, on fait la pression sur base en partant des instruments juridiques internationaux qui existent. Alors, nous savons qu'il y a des instruments juridiques internationaux qui existent, qui ont mis l'accent sur la place et le rôle de la femme dans la protection au moment des conflits, dans la prévention contre les conflits, dans la participation contre les conflits. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu quelles sont les recommandations que vous formulez lorsque vous faites la tournée, eu égard à ces instruments juridiques internationaux qui insistent sur la place de la femme. Dernière chose que je voudrais vous demander, vous avez parlé de la Constitution, de l'importance de ce que la Constitution ne soit pas modifiée. Et vous avez raison de parler de ça. Alors, dans notre Constitution, l'article 13 et l'article 14